Comme nous l'avons vu, il est indispensable pour définir les phénomènes en physique quantique de tenir compte du fonctionnement des instruments de mesure et il faut, pour ainsi dire, établir entre le sujet et l'objet une distinction telle qu'elle assure, dans chaque cas particulier, une application sans ambiguïté des concepts physiques élémentaires servant à sa description. Loin de contenir aucun mysticisme étranger à l'esprit de la science, la notion de complémentarité porte sur les conditions logiques que doivent remplir en physique atomique la description et la compréhension de l'expérience. Comme d'autres progrès plus anciens de la physique, l'enseignement épistémologique que nous a donné la physique atomique a naturellement conduit à reconsidérer, dans d'autres domaines de la connaissance, l'usage que nous faisons de nos moyens d'expression lors d'une description objective. En particulier, une fois reconnue l'importance du problème de l'observation, les questions se posent de la place qu'occupent les êtres vivants dans la description de la nature et de notre propre situation comme être agissant et pensant. Quoiqu'il soit jusqu'à un certain point possible dans le cadre de la physique classique de comparer les organismes vivants à des machines, il est clair que de telles comparaisons ne tiennent pas suffisamment compte de maintes caractéristiques de la vie. Les difficultés contenues dans la distinction primitive entre le corps et l'âme montrent avec une particulière évidence combien la conception mécaniste de la nature est inadéquate à décrire la situation de l'homme. Les problèmes que nous rencontrons ici sont évidemment liés au fait que la description de nombreux aspects de l'existence humaine réclame une terminologie qui ne soit pas immédiatement fondée sur des représentations physiques simples. Mais ayant reconnu l'applicabilité limitée de telles représentations dans le cas des phénomènes atomiques, nous pouvons imaginer comment les phénomènes biologiques et psychologiques peuvent trouver leur place dans le cadre d'une description objective. Comme tout à l'heure, il impose ici de porter dans chaque cas notre attention sur la séparation entre l'observateur et le contenu des communications. Alors que la distinction entre le sujet et l'objet était fixée dans la conception mécaniste de la nature, la possibilité d'une description plus large est liée au fait que l'endroit de cette séparation est variable lorsque nous faisons de nos concepts un usage cohérent. Sans tenter une définition exhaustive de la vie organique, nous dirons qu'un organisme vivant est caractérisé par sa permanence et son adaptabilité, ce qui implique qu'une description des fonctions internes d'un organisme ou de ses réactions à un stimulant exige l'usage de la notion de finalité tout à fait étrangère à la physique et à la chimie. Bien que les résultats de la physique atomique aient trouvé une multitude d'applications en biophysique et en biochimie, le phénomène quantique individuel et indivisible ne représente évidemment rien qui suggère la notion de vie. Comme nous l'avons vu, la description des phénomènes atomiques, qui est exhaustive dans un vaste domaine d'expérience, repose sur le libre usage des instruments de mesure qui sont nécessaires à une application logique des concepts élémentaires. Dans un organisme vivant, au contraire, il est pratiquement impossible d'établir une distinction complète entre les instruments de mesure et les objets soumis à l'investigation, et l'on doit envisager qu'un dispositif expérimental destiné à la description du fonctionnement de l'organisme, bien défini au sens de la physique atomique, puisse être incompatible avec le jeu même de la vie. Dans les recherches biologiques, on se réfère au caractère de totalité et aux réactions finalistes des organismes vivants en même temps que l'on met en œuvre des informations de plus en plus détaillées sur leur structure et leur processus de régulation. On sait qu'il en est résulté d'importants progrès, notamment en médecine. Il s'agit là d'une méthode pratique d'approche dans un champ de recherche où les moyens d'expression utilisés pour décrire ces divers aspects se réfèrent à des conditions d'observation qui s'excluent mutuellement. Cela étant, il faut reconnaître que les attitudes dites mécanistes et finalistes ne sont pas des points de vue contradictoires, mais présentent une relation de complémentarité qui est liée à notre position d'observateur en face de la nature. Cependant, pour éviter tout malentendu, il est essentiel de noter que, contrairement au cas des régularités atomiques, une description de la vie organique et une évaluation de ses possibilités de développement ne peuvent prétendre à être complètes, mais seulement à se placer dans un cadre conceptuel assez large. Dans la description d'expériences psychologiques, les conditions d'observation et les moyens d'expression correspondants s'éloignent encore davantage de la terminologie utilisée en physique. Abstraction faite du problème de savoir dans quelle mesure il est nécessaire et correct de se servir de mots tels qu'instinct et raison pour décrire le comportement des animaux, nous ne pouvons certes nous passer du mot de conscience quand il s'agit de l'homme, de nous-mêmes et des deux autres. Tandis qu'un langage adapté à notre orientation dans le monde qui nous environne pourrait partir d'images physiques simples et d'idées de causalité. Un mode de description typiquement complémentaire est nécessaire pour rendre compte de nos états de conscience. Évidemment, l'usage de mots tels que pensée et sentiment ne se réfère pas à une chaîne causale fermement connectée, mais à des expériences qui s'excluent l'une de l'autre par suite des distinctions différentes qu'elles impliquent entre le contenu de la conscience et l'arrière-plan que nous appelons avec peu de précision nous-mêmes. La relation entre l'expérience d'un sentiment de volition et l'appréciation consciente de nos motifs d'action est particulièrement instructive.
L'impossibilité d'éviter de tels moyens d'expression contradictoires pour décrire la richesse de la vie consciente rappelle de manière frappante la façon dont on utilise les concepts physiques élémentaires en physique atomique. Dans une telle comparaison, cependant, il faut reconnaître que l'expérience psychologique ne peut être assujettie à des mesures physiques et que le concept même de volition, loin de correspondre à la généralisation d'une description déterministe, tend dès l'abord à caractériser la vie humaine. Déterministe, la vie humaine. À caractériser la vie humaine. Sans entrer dans la vieille discussion philosophique du libre arbitre, je mentionnerai seulement que l'usage du mot volition dans une description objective de notre ère correspond étroitement à celui de mots tels qu'espoir ou responsabilité, qui sont également indispensables aux communications entre hommes. Nous parvenons ici à des problèmes qui touchent à la communauté humaine et où la variété des moyens d'expression a pour origine l'impossibilité où nous sommes de caractériser par aucune distinction bien fixée le rôle de l'individu dans la société. Le fait que des cultures humaines développées dans des conditions de vie différentes présentent dans leur tradition et leur structure sociale de si grands contrastes nous permet de les dire en un certain sens complémentaire. Nous n'avons cependant nullement affaire à des caractères mutuellement exclusifs comme ceux que nous avons rencontrés dans la description objective des problèmes généraux de la physique et de la psychologie, mais de différences d'attitudes qui peuvent être appréciées ou améliorées par des relations plus étroites entre les peuples. À notre époque, où les progrès des connaissances et des techniques lient plus que jamais le destin de tous les peuples, la collaboration scientifique internationale se trouve placée devant des tâches de grande portée qui ne semblent pouvoir être accomplies que si nous gardons une conscience nette des conditions générales de la connaissance humaine. Chapitre 7. La physique et le problème de la vie. Ce fut une joie pour moi d'accepter l'invitation de la Société de médecine et de faire ici l'une de ses conférences, Stenon, par lequel elle honore la mémoire du célèbre savant danois, dont l'œuvre est chaque jour plus admirée, non seulement dans sa patrie, mais dans tout le monde scientifique. Nicolas Stenon, en danois Niels Stinsen, fut un des grands anatomophysiologistes du XVIIe siècle. Il a découvert notamment le fonctionnement de diverses glandes. Sa conférence sur la structure du cerveau faite à Paris chez M. Thévenot est un classique de la pensée scientifique. Il fut également un précurseur en paléontologie, en géologie et en cristallographie. Sa carrière scientifique fut arrêtée par une crise mystique. Converti au catholicisme, il devint évêque et mena jusqu'à sa mort une vie ascétique. Comme thème de ma conférence, j'ai choisi un problème qui a préoccupé l'esprit humain à travers les âges et auquel Niels Stinsen lui-même s'est beaucoup intéressé. Dans quelle mesure ce que nous avons appris en physique peut-il nous aider à expliquer la vie organique dans ses manifestations si complexes et variées ? Comme je vais essayer de le montrer, les progrès de la physique au cours des dernières décennies nous ont fourni pour aborder ce problème une base nouvelle. L'exploration du monde des atomes qui nous était si longtemps resté fermé nous fit prendre conscience de notre situation comme observateurs de la nature dont nous sommes nous-mêmes une partie. On rencontre déjà dans les écoles philosophiques de la Grèce antique des opinions diverses sur les moyens conceptuels qui se prêteraient le mieux à décrire la différence frappante entre les organismes vivants et les autres corps matériels. Les atomistes considéraient, comme on le sait, une limitation de la divisibilité de la matière comme la base nécessaire non seulement de toute explication des simples phénomènes physiques, mais encore de toute description des fonctions des organismes et des expériences psychiques qui leur sont liées. Aristote, par contre, rejeta les représentations atomistiques et considéra que tout organisme vivant se comporte comme un tout, insista sur la nécessité d'introduire dans la description de la nature des concepts tels que ceux de perfection et de finalité. Pendant près de 2000 ans, la situation resta sensiblement inchangée. C'est seulement à l'époque de la Renaissance qu'une nouvelle impulsion fut donnée par de grandes découvertes en physique et en biologie. En physique, le pas décisif fut l'abandon de la théorie d'Aristote sur la force cause du mouvement. Lorsque Galilée reconnut que le mouvement uniforme est l'expression de l'inertie et que la force est cause des changements du mouvement, il posa les bases du développement de la mécanique à laquelle Newton donna une forme si solide, si logique qu'elle fit l'admiration des générations ultérieures. De cette mécanique classique est exclue toute finalité car l'évolution des phénomènes y est décrite comme conséquence automatique des conditions initiales. Les progrès en mécanique ne pouvaient manquer d'exercer une profonde influence sur toute la science de cette époque. En particulier les études anatomiques de Wessel et la découverte par Harvey de la circulation du sang suggéraient la comparaison des organismes vivants à des machines fonctionnant suivant les lois de la mécanique. Chez les philosophes, c'est surtout Descartes qui marqua l'analogie entre animaux et automates. Quant à l'homme, il lui attribua une âme située dans une glande déterminée du cerveau où elle était en interaction avec le corps.
Depuis, ce fut justement Niels Steensen qui, dans sa célèbre conférence de Paris sur l'anatomie du cerveau, souligna l'insuffisance des connaissances que l'on avait à cette époque sur tous ces phénomènes. Cette conférence est un témoignage frappant des grandes qualités d'observateur et de l'exceptionnelle liberté de jugement qui caractérise toute l'œuvre scientifique de Steno. Le développement ultérieur de la biologie, surtout après l'invention du microscope, révéla une finesse singulière dans la structure des organismes vivants et dans les mécanismes de régulation. À l'époque même où les représentations mécanistes trouvaient ainsi des applications de plus en plus vastes, réapparurent souvent des thèses vitalistes et finalistes, inspirées par la merveilleuse puissance de régénération et d'adaptation des organismes. Loin de revenir aux images primitives d'une force vitale agissant dans les organismes, ces idées soulignaient l'insuffisance des méthodes d'approche physique pour rendre compte des caractéristiques de la vie. Afin de présenter très sobrement la situation telle qu'elle était au début de ce siècle, j'aimerais citer ici le texte suivant écrit par mon père, le physiologiste Christian Bohr, dans l'introduction de son article sur la dilatation pathologique du poumon, paru en 1910 dans le livre jubilaire de l'Université de Copenhague. La tâche essentielle de la physiologie, dans la mesure où elle est une branche spéciale des sciences de la nature, est d'étudier les phénomènes qui sont particuliers à l'organisme vivant considéré comme objet donné d'expérience et d'arriver ainsi à comprendre comment ces diverses parties contribuent à l'autorégulation, comment elles sont accordées entre elles et comment elles s'adaptent ensemble aux variations des actions extérieures et des échanges internes. Il est donc inhérent à la nature de ce problème de considérer l'organisme comme fin et les processus de régulation servant à sa conservation comme adaptés à cette fin. C'est en ce sens que nous appliquerons dans la suite le terme de finalité aux fonctions organiques, mais pour que dans chaque cas particulier l'utilisation de ce concept ne soit pas vide de sens, ni même trompeuse, il faut toujours exiger que l'analyse expérimentale des phénomènes organiques étudiés soit assez poussée pour que l'on voit clairement à chaque pas comment il contribue à la conservation de l'organisme. Bien que cette condition aille de soi, elle implique seulement la preuve scientifique que le terme de finalité est appliqué dans ce cas particulier conformément à cette définition. Il est néanmoins utile d'y insister particulièrement. En effet, au cours du temps, les recherches physiologiques ont mis à jour une telle variété de mécanismes de régulation insoupçonnés, d'une finesse extrême, que l'on pourrait être tenté d'attribuer une finalité à toute manifestation de la vie, sans déterminer en même temps par l'expérience son fonctionnement détaillé. On serait alors conduit, se fondant sur des analogies vagues, comme s'il en s'en trouve si facilement dans la multiplicité des fonctions organiques, à interpréter le mécanisme du processus vital par une adaptation à une fin selon l'estimation subjective du type spécial de finalité auquel il devrait appartenir. Mais il est évident que par suite de notre connaissance étroitement limitée de l'organisme, ces estimations personnelles peuvent souvent être erronées et il n'en manque pas d'exemples. Dans de pareils cas, c'est à cause de l'insuffisante analyse expérimentale des détails d'un processus physiologique que cette méthode conduit à des résultats inexacts. Par contre, il est tout à fait naturel d'admettre a priori comme principe heuristique la finalité d'une manifestation vitale. De plus, les conditions dans l'organisme étant si extraordinairement compliquées et par suite si difficiles à saisir en entier, cette hypothèse peut souvent être utile et même indispensable lorsqu'on cherche la solution d'un problème particulier. Mais il faut distinguer nettement ce qui peut être utile dans une recherche préliminaire et ce que l'on a le droit de considérer comme le résultat réel, Dans la mesure où il s'agit du problème de l'adaptation d'une fonction donnée au but de contribuer à la survie de l'organisme tout entier, un résultat ne peut, comme nous l'avons dit, être assuré que si l'on démontre en détail pas à pas par quelle voie ce but est atteint. J'ai cité ces remarques qui expriment l'attitude du cercle où j'ai grandi et dont j'ai suivi les discussions dans ma jeunesse, parce qu'elles nous fournissent un point de départ pour rechercher la place des organismes vivants dans la description de la nature. Comme je vais essayer de le montrer, le développement récent de la physique atomique n'a pas seulement contribué à étendre nos connaissances sur les atomes et leur constitution, en partie plus élémentaire, mais il a en même temps révélé la limitation de principe de ce qu'on appelle la conception mécaniste de la nature. Il a ainsi créé un arrière-plan nouveau à la question décisive pour notre sujet de ce que l'on entend par explication scientifique et de ce que l'on peut en exiger. Pour exposer aussi clairement que possible où en est la physique, je voudrais commencer par rappeler le point de vue extrême qui, inspiré par la marche victorieuse de la mécanique classique, trouva son expression dans l'image bien connue due à Laplace d'un univers machine.
L'idée fondamentale en était que toutes les interactions entre les diverses parties de cette machine obéissaient aux lois de la mécanique, de sorte qu'un esprit connaissant à un instant donné toutes les positions et vitesses relatives de ces parties devait être capable de prévoir tout événement futur de l'univers, y compris le comportement des animaux et des hommes. Mais cette manière de voir qui, on le sait, a joué un rôle important dans les discussions philosophiques ne tient pas assez compte, comme nous le verrons, des conditions préalables qui permettent d'utiliser de manière univoque les concepts indispensables à la communication des résultats d'expérience. C'est justement à ce sujet que le développement ultérieur de la physique nous a fourni de profonds enseignements. Déjà, l'explication si riche des phénomènes calorifiques par l'image du mouvement incessant des molécules dans les gaz, les liquides et les solides a attiré l'attention sur l'importance des conditions de l'observation dans la description d'une expérience. Bien entendu, il ne pouvait être question de décrire en détail le mouvement de chacune de ces particules, pratiquement non dénombrables. On ne pouvait que déduire des principes généraux de la mécanique et des lois statistiques applicables au mouvement thermique. Ainsi, le contraste typique entre la réversibilité des processus mécaniques simples et les réversibilités fondamentales de beaucoup de phénomènes thermodynamiques trouva son explication dans le fait que des concepts tels que ceux de température et d'entropie s'appliquent seulement dans des conditions expérimentales incompatibles avec un contrôle exact du mouvement des molécules individuelles. Comme on le sait, la survivance et la croissance des organismes vivants furent souvent considérées comme incompatibles avec la tendance exprimée dans les lois de la thermodynamique vers une égalisation des températures et une dissipation de l'énergie à l'intérieur des systèmes physiques isolés. Mais il faut nous rappeler que les organismes reçoivent constamment de l'énergie libre par nutrition et respiration. Les recherches physiologiques les plus approfondies n'ont jamais révélé aucune exception au principe de la théorie de la chaleur. Cependant, il ne suffit pas bien entendu de reconnaître de pareilles similitudes entre les organismes vivants et nos machines habituelles pour répondre à la question de la place des organismes dans la description de la nature. Cette question exige un examen beaucoup plus approfondi du problème de l'observation. Celui-ci devait être de manière inattendue porté au premier plan par la découverte du quantum universel d'action. Ce dernier confère au processus atomique un caractère de totalité qui rend impossible la séparation que fait la conception mécanique de la nature entre l'observation des phénomènes et le comportement propre des objets. Si l'on a le droit dans les systèmes physiques à notre échelle de considérer les phénomènes comme une chaîne d'états décrits par des grandeurs mesurables, c'est parce que toutes les actions mises en jeu y sont si grandes que l'on peut faire abstraction des interactions qui, lors de l'observation, ont lieu entre les objets et les corps servant d'instruments de mesure. Dans ces conditions, où le quantum d'action joue un rôle décisif et où par suite cette interaction devient une partie inséparable des phénomènes décrits, on ne peut plus assigner aussi nettement à ceci un cours bien défini au sens de la mécanique. Cette faillite des images physiques habituelles trouve une expression frappante dans les difficultés qui surgissent quand on parle des propriétés des objets atomiques, indépendamment des circonstances de leur observation. D'une part, en effet, un électron doit être défini comme une particule électrisée. Dans la mesure de sa masse donne toujours le même résultat et toute modification de la charge électrique d'un système atomique correspond à l'échange d'un nombre entier de charges élémentaires. D'autre part, les effets d'interférence qui apparaissent lors du passage des électrons à travers les cristaux sont incompatibles avec la conception mécanique d'un mouvement de particules. Des traits tout à fait analogues caractérisent le dilemme bien connu de la nature de la lumière. Les phénomènes optiques exigent la notion de propagation d'ondes, tandis que les lois du transfert de l'énergie et de l'impulsion dans les effets photoatomiques s'expriment dans l'image mécanique des particules. De cette situation tout à fait nouvelle en physique est résultée la nécessité de reprendre l'analyse des concepts élémentaires qui servent à nous orienter dans le monde extérieur. Bien entendu, nous restons libres, même en physique atomique, de poser par l'expérimentation des questions à la nature. Mais il faut reconnaître que les conditions expérimentales que nous pouvons modifier de bien des façons impliquent toujours des corps assez lourds pour que l'on ait le droit de négliger dans leur description le quantum d'action. L'unique information que nous recevons des objets atomiques, ce sont les traces que ces derniers ont laissées sur les instruments de mesure, comme par exemple l'empreinte d'un électron sur une plaque photographique placée dans l'appareil. Le fait que ces traces soient toujours dues à des effets d'amplification irréversibles donne au phénomène un caractère spécifique de clôture définitive, qui met en évidence l'irréversibilité de principe qui est attachée au concept d'observation. La situation particulière où nous nous trouvons en mécanique quantique consiste néanmoins, avant tout, en ceci que les informations que nous recevons sur les objets atomiques ne peuvent pas être rassemblées suivant les schèmes tracés par la conception mécaniste de la nature. Elles ne sont exprimables qu'en une description impliquant les conditions des expériences. Déjà, le fait qu'avec un seul et même dispositif expérimental, on peut en général faire des observations correspondant à différents processus quantiques individuels entraîne une limitation de principe du mode de description déterministe. De plus, l'hypothèse d'une divisibilité indéfinie des phénomènes sur laquelle
repose toute description de physique classique est incompatible avec le caractère de totalité des phénomènes typiquement quantiques, totalité qui s'exprime par le fait que toute subdivision exigerait une modification du dispositif expérimental et que celle-ci ferait apparaître de nouveaux effets individuels. Pour désigner la relation qui existe entre des phénomènes observés sous des conditions expérimentales différentes, on a introduit le terme de complémentarité, afin de rappeler que c'est seulement par leur ensemble que de tels phénomènes épuisent la totalité des renseignements définis que l'on peut avoir sous les objets atomiques. Loin d'impliquer un renoncement arbitraire à l'explication physique habituelle, le point de vue de la complémentarité résulte immédiatement de notre situation d'observateur dans un domaine de l'expérience où l'application univoque des concepts servant à la description des phénomènes dépend essentiellement des circonstances de l'observation. Par une extension mathématique de l'édifice conceptuel de la physique classique, on a réussi à développer un formalisme dans lequel entre harmonieusement le quantum d'action. Cette mécanique quantique a pour but de formuler des lois statistiques valables pour des résultats d'expérience obtenus dans des conditions d'observation bien définies. La description ainsi obtenue est principalement complète parce que l'on a conservé les représentations mécaniques classiques dans une mesure telle qu'elle inclut toutes les variations définissables des conditions de l'observation. Le caractère complémentaire de la description des phénomènes par la mécanique quantique apparaît clairement dans notre représentation de la structure et des réactions des systèmes atomiques. Ainsi, les lois concernant les états d'énergie des atomes et molécules, lois qui déterminent les spectres caractéristiques des éléments et les rapports de valence des combinaisons chimiques, n'entrent en jeu que dans des conditions où tout contrôle est exclu de la position des électrons à l'intérieur de l'atome ou de la molécule. Il est intéressant de noter à ce propos que l'application fructueuse des formules de structure en chimie repose uniquement sur le fait que les noyaux sont beaucoup plus lourds que les électrons. Pour la stabilité et les transmutations des noyaux eux-mêmes, les lois de la mécanique quantique sont encore décisives. C'est donc seulement une description complémentaire dépassant le cadre de la conception mécaniste de la nature que trouvent leur place les lois fondamentales qui déterminent les propriétés de la matière dont sont faits nos outils et notre corps. Comme on le sait, les progrès de la physique atomique ont trouvé de larges applications en biologie. Ils nous ont permis notamment de comprendre la stabilité particulière dans les cellules des structures chimiques sur lesquelles repose l'hérédité des espèces et d'expliquer les lois statistiques qui règlent l'apparition des mutations lorsque les organismes sont soumis à certains agents physiques. En outre, des effets d'amplification analogues à ceux qui rendent possible l'observation des particules atomiques individuelles jouent un rôle décisif dans beaucoup de fonctions de l'organisme. Ceci souligne le caractère irréversible des phénomènes typiquement biologiques. Le sens d'écoulement qu'il faut donner au temps pour les décrire est encore nettement marqué par le fait que les traces permanentes laissées dans l'organisme par les actions extérieures sur les organes des sens sont utilisées lorsque ces derniers réagissent à des excitations ultérieures. Ce développement prometteur représente une extension très significative et presque illimitée des possibilités d'application à des problèmes biologiques de résultats acquis en physique et chimie pure. Comme la mécanique quantique n'est qu'une généralisation logique de la physique classique, on peut dire de ce mode d'approche qu'il est mécaniste. Mais la question se pose: dans quelle mesure ces progrès ont-ils sapé la base d'application des arguments finalistes en biologie? Il ne faut pas oublier ici que les phénomènes quantiques, dont la description et la synthèse forment un tout cohérent, ne présentent aucun trait indiquant qu'une organisation d'atomes puisse être capable de s'adapter à son milieu, comme nous l'observons dans le développement et la conservation des organismes. Notons en outre qu'une description complète au sens de la mécanique quantique de tous les atomes contenus dans l'organisme et constamment échangés n'est pas seulement irréalisable pratiquement, mais exigerait évidemment des conditions d'observation incompatibles avec la vie. Ce que nous avons appris du rôle des instruments d'observation dans la définition des concepts physiques élémentaires va nous donner la clé de l'application logique de concepts étrangers à la physique tels que celui de finalité qui se prête immédiatement à la description des phénomènes organiques. En effet, sur cet arrière-plan, les attitudes mécanistes et finalistes en biologie n'apparaissent pas comme des conceptions opposées. Elles signifient qu'il existe deux types de conditions d'observation qui s'excluent mutuellement et qui sont également indispensables dans notre recherche d'une description toujours plus complète de la vie organique. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de donner de la vie une explication analogue aux descriptions que fait la physique classique du fonctionnement de constructions mécaniques simples ou de calculatrices électroniques complexes. Il s'agit de pousser plus loin cette analyse des conditions de base et de la portée de nos moyens conceptuels de communication qui est devenue si caractéristique du développement récent de la physique. Quelles que soient les différences entre leurs conditions d'observation, ni les exposés de résultats obtenus en biologie, ni les descriptions d'expériences physiques ne font allusion à l'observateur subjectif. C'est pourquoi l'on n'a pas été conduit jusqu'à présent à discuter de plus près les conditions d'observation qui entrent en jeu lorsqu'on décrit des phénomènes psychologiques, pour lesquels l'édifice conceptuel construit pour nous
orientés dans la nature inanimée ne peut servir de base. Cependant, comme toutes nos expériences conscientes restent fixées dans notre souvenir et comme nous devons admettre que ce fait repose sur des modifications permanentes de l'organisme, nous sommes conduits naturellement à comparer les expériences psychologiques aux observations physiques. De même, les relations multiples qui existent entre événements de conscience présentent des traits qui rappellent les conditions d'une synthèse d'expériences de physique atomique. Le riche vocabulaire qui nous sert à communiquer nos états d'âme est le signe évident d'un mode de description typiquement complémentaire correspondant à un changement incessant de l'objet de notre attention. Pour exprimer le caractère de totalité des phénomènes atomiques, il nous a fallu élargir notre mode de description mécaniste, mais l'intégrité de l'organisme et l'unité de la personnalité nous imposent une généralisation beaucoup plus vaste encore du cadre d'application non contradictoire de nos moyens de communication verbale. Notons à ce propos que nous maintenons entre le sujet et l'objet la distinction qui est nécessaire à toute description univoque en introduisant en quelque sorte dans toute communication qui nous concerne un nouveau sujet qui n'apparaît pas comme partie du contenu de communication. Il est à peine besoin de remarquer que c'est justement cette liberté de choix dans la séparation entre objet et sujet qui crée la multiplicité des phénomènes de conscience et la richesse des possibilités de la vie humaine. L'attitude en face des problèmes épistémologiques à laquelle nous a conduit le développement contemporain de la physique diffère en certains points essentiels de celle qu'on avait du temps de Sténon lorsqu'on abordait de telles discussions. Mais cela ne signifie pas que nous ayons abandonné la route qu'il a suivie avec tant de sûreté pour enrichir notre savoir. Nous avons seulement reconnu que nos efforts vers la beauté et l'harmonie qui marquent toute l'œuvre de Niels Stinsen exigent un contrôle incessant renouvelé des conditions de base et de la portée de nos moyens de communication.